bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais récapituler un film d'action à suspense de 2009 intitulé Law Abiding Citizen, citoyen respectueux de la loi. Clyde Shelton, un ingénieur de Philadelphie, profite d'une soirée à la maison avec sa femme et sa fille lorsque deux intrus font soudainement irruption par la porte d'entrée, armés d'une batte de baseball. L'un des hommes, Clarence Darby, sort un couteau de poche et poignarde Clyde. Lorsque sa femme sort et assiste au vacarme, Clarence l'attaque, tandis que son complice, Rupert Ham, s'introduit dans la maison. Clyde est alors forcé d'assister au viol et au meurtre de sa femme par Darby, qui emporte ensuite la fille de Clyde alors qu'il perd connaissance à cause de la perte de sang. Clyde survit à l'attaque et reste marqué émotionnellement. Nous découvrons que sa femme et sa fille ont malheureusement toutes deux été tuées cette nuit-là. Les deux hommes ont également été appréhendés. Au départ, il a une grande confiance dans la loi et le système judiciaire et croit que sa famille sera vengée. Mais son espoir est contrarié par le fait que Nick Rice, le procureur à la carrière bien établie, lui annonce que l'affaire a été compromise par une enquête médico-légale bâclée et que le témoignage de Shelton ne peut incriminer aucun des deux hommes car il était inconscient lors de l'incident. Rice, désireux de maintenir son taux de condamnation de 96%, conclut un accord secret avec Darby, en échange d'un plaidoyer de culpabilité pour meurtre au 3e degré. Il fournira un témoignage qui enverra Ham dans le couloir de la mort pour ce qui est, essentiellement, une accusation de vol. Shelton se sent trahi, croyant que le procureur s'intéressait davantage à sa réputation et sachant que c'est Darby qui a commis ces crimes odieux, mais qu'il sera libéré. 10 ans plus tard, Ham est exécuté par injection létale, mais quelque chose ne va pas. Au lieu d'une mort rapide et sans douleur, il souffre d'une douleur atroce avant de mourir en état de choc. Quelqu'un avait trafiqué ou plutôt échangé le produit chimique qui a finalement été utilisé pour l'injection létale. Les autorités mènent une enquête et les premiers indices conduisent à Darby, qui est alerté de l'approche de la police par un mystérieux appelant qui lui indique où se trouve un pistolet qu'il peut utiliser à son avantage et qu'il avait caché pour qu'il le trouve. L'appelant lui dit que s'il veut échapper à la police, il doit venir là où il se trouve. Après avoir rencontré le mystérieux appelant, qui semble être un officier de police, Darby monte à contre-séure dans le véhicule, sachant que c'est sa seule chance de s'échapper. L'officier conduit Darby dans une zone reculée où se trouve un vieil entrepôt. Lorsque Darby sort de la voiture, l'officier lui révèle qu'il est la raison pour laquelle la police le poursuit, puis il enlève son déguisement, révélant qu'il est Clyde Shelton. Darby tente de l'abattre avec un pistolet, mais découvre qu'il s'agit d'un pistolet truqué qui, lorsqu'il appuie sur la gâchette, fait sortir de la poignée des pointes de dentelle empoisonnées qui lui injectent de la tétrodotoxine, le paralysant, mais le laissant pleinement conscient et capable de ressentir la douleur. Après l'avoir attaché et préparé pour qu'il reste conscient, Shelton commence à filmer Darby sur une table d'opération improvisée. Shelton torture et démembre lentement Darby, en prononçant les mots que Darby lui a dit 10 ans auparavant, « Vous ne pouvez pas lutter contre le destin ». Une cassette vidéo est ensuite envoyée par la poste au domicile du procureur Nick Rice. Sa fille la prend avec enthousiasme et commence à l'écouter, croyant qu'il s'agit d'un enregistrement de la répétition de la pièce de théâtre de son école. À sa grande horreur, ce qui passe à la télé est le démembrement du corps de Darby. Les enquêteurs retrouvent l'entrepôt et trouvent Darby en 25 morceaux. Après qu'une enquête ait révélé que l'entrepôt était lié au nom de Shelton, Rice et son équipe soupçonnent ce dernier, et une unité de police est envoyée sur place. Le lendemain, une unité locale du SWAT fait irruption dans la maison de Shelton pour le trouver en train de les attendre, et il ne résiste pas à l'arrestation. Dans une cellule d'interrogatoire à la prison, Rice le félicite secrètement d'avoir retiré Darby de la société, puis lui demande des aveux. D'apparence coopérative, Shelton offre une confession complète en échange d'un matelas de luxe dans une cellule, Rice accepte à contre-séure. Lors de son audience, Shelton s'oppose à une motion visant à lui refuser la liberté sous caution, citant d'obscurs précédents juridiques. La juge Laura Birch, qui a également présidé le procès d'Ham, accepte, mais Shelton se lance dans une tirade contre la préférence de la cour pour les détails juridiques plutôt que pour la justice, car c'est la raison pour laquelle Darby s'en est tiré avec le meurtre de sa femme et de sa fille. Il est renvoyé pour outrage à la cour, après avoir reçu son matelas et livré ses aveux, dans lesquels il avoue non seulement avoir tué Darby mais aussi avoir modifié le produit chimique de l'injection létale qui a rendu la mort d'Ham atroce. Shelton négocie pour donner l'emplacement de Bill Reynolds, l'avocat de Darby, qui a été porté disparu 3 jours auparavant, en échange d'un dîner d'état coûteux de Del Frisco S qui sera livré à 13h précises, avec son iPod. Le directeur exige de multiples précautions, si bien que le repas arrive dans la cellule de Shelton avec 8 minutes de retard. Lorsqu'ils obtiennent enfin l'adresse de Shelton, Rice et le détective Dunigan trouvent Reynolds enterré vivant et mort depuis quelques minutes seulement, le retard d'un gel l'ayant fait suffoquer, sa bouteille d'oxygène ayant été réglée pour s'arrêter à 115. Dunigan explique que parce que Shelton a reçu son repas à 108, ils ont eu 7 minutes de retard au lieu d'arriver à Reynolds à temps pour le sauver. Shelton et son compagnon de cellule, qui avait menacé de lui faire du mal s'il refusait de partager, mangent le steak ensemble.
Shelton l'assassine ensuite en utilisant l'os du steak comme couteau et est envoyé en cellule d'isolement. L'assistante de Rice, Sarah Lowell, trouve des preuves de paiement de contrat à Shelton de la part du département de la Défense, alors le procureur général Jonas Cantrell emmène Rice rencontrer un agent de la CIA qui a travaillé avec Shelton. Ils apprennent que Shelton était autrefois un cerveau de la CIA travaillant dans un groupe de réflexion des Black Ops sur des méthodes non conventionnelles pour tuer des cibles. Bray leur dit de supposer qu'il peut les voir et les entendre à tout moment, il les surveille en permanence. Il les prévient également qu'il n'est en prison que parce qu'il le veut, et que chaque chose qu'il fait a une signification plus profonde. Lorsque Rice demande comment il devrait traiter avec Shelton, Bray leur conseille d'entrer dans sa cellule et de lui mettre une balle dans la tête, sinon ils ne pourront pas l'arrêter. En conduisant, il dit « Si Clyde vous veut mort. Vous êtes mort. » Rice et Cantrell convainquent le juge Birch de violer les droits civils de Shelton et de restreindre ses privilèges de visite. Quelques minutes plus tard, le juge Birch répond à un téléphone portable qui explose, la tuant sur le coup. À la prison, Rice confronte Shelton, qui affirme que ces meurtres ne sont pas une vengeance mais l'échec du système judiciaire. S'il n'est pas libéré avec toutes les charges abandonnées avant 6 heures demain matin, il tuera tout le monde. Les membres de l'équipe du procureur se rassemblent jusqu'à 6 heures du matin. Ils doivent rentrer chez eux, mais des bombes placées sous leur voiture explosent et tuent les occupants, dont Sarah. Shelton étant toujours incarcéré, Rice suppose qu'il utilise un complice à l'extérieur pour l'aider. Aux funérailles de Sarah, un homme invisible portant des vêtements noirs actionne un drone télécommandé armé d'un lance-roquettes et d'une mitrailleuse de calibre 5. L'arme tue Cantrell alors qu'il est à bord d'un SUV avec une équipe de sécurité. Rice est nommé procureur de la République par intérim par le maire coincé, qui lui en veut de n'avoir pas su protéger tout le monde. Alors qu'il cherche des preuves que Shelton pourrait avoir des complices travaillant pour lui, Rice reçoit des informations qui indiquent que Shelton possède un petit garage désaffecté à côté de la prison. Rice et le détective Dunigan arrivent au garage et en regardant autour d'eux, ils trouvent un système de tunnels menant à toutes les cellules d'isolement, ainsi qu'une grande quantité d'armes. Apparemment, au cours des 10 dernières années, Shelton a creusé le système de tunnels de son garage à la prison et quand il a été terminé, il s'est délibérément fait arrêter et envoyer en cellule d'isolement afin de se faufiler hors de la prison pour commettre ses meurtres sans être détecté et tout seul, puis se faufiler de nouveau dans une cellule le lendemain. Dunigan ouvre un petit trou et découvre qu'il mène à la cellule de Shelton, qui est vide. Déguisé en concierge, Shelton pose une bombe au napalm activée par téléphone portable dans l'hôtel de ville, prévoyant de tuer le maire et toute personne assistant à sa réunion. Rice, Dunigan et le détective Garza s'infiltrent au 5e étage et trouvent la bombe directement sous le 6e étage, où se trouve le maire lors d'une réunion de sécurité. Garza tente de désarmer la bombe, mais n'y parvient pas et les avertit de la laisser tranquille. Les 3 hommes décident alors de ne pas dire au maire ce qui se passe, car Shelton les surveillera et fera exploser la bombe au moindre signe de détection. Ils décident ensuite de ce qu'ils vont faire de la bombe. En retournant à sa cellule par le tunnel souterrain, Shelton découvre que Rice l'attend. Shelton propose un dernier marché, mais Rice dit qu'il ne fait plus de marché avec des meurtriers, ce que Shelton apprécie. Rice dit à Shelton que s'il fait exploser la bombe, c'est une décision avec laquelle il devra vivre pour le reste de sa vie. Avec sa femme et sa fille mortes depuis longtemps et sentant qu'il n'a plus de raison de vivre, Shelton décide de faire exploser la bombe au napalm de toute façon, mais comme Rice sort et verrouille la cellule, il dit calmement, « Comme je l'ai dit, c'est une décision avec laquelle tu devras vivre pour le reste de ta vie, ce qui, je pense maintenant, prend environ 25 secondes. » Il commence alors à fuir le bâtiment. Au même moment, le détective Dunigan scelle la trappe à l'arrière de la cellule pour s'assurer que Shelton ne s'échappe pas. Shelton se rend compte que la bombe a été placée sous son lit de camp, mais il sourit presque et fixe pensivement un bracelet que sa fille lui avait confectionné et qui dit « Papa ». La cellule explose, et le dernier plan de Shelton vivant est celui où il lève les yeux avec une expression presque satisfaite. Dans la scène finale, on voit Rice assister au récital de musique de sa propre fille, un événement qu'il avait auparavant repoussé à cause de son travail. Il se lève avec la foule qui l'acclame après la représentation. La fin. Merci d'avoir regardé.